Pour entrer dans la matière, je voudrais vous parler d'un homme qui s'appelait Nicolaas Spieckmann. Nicolaas Spieckmann était un Hollandais qui avait émigré aux États-Unis avant la guerre. C'était essentiellement un géographe et accessoirement un historien, et il avait beaucoup réfléchi sur précisément ce que l'on appelle les questions géopolitiques. Il n'était pas très connu, il était professeur dans une petite université américaine, et il mourra d'ailleurs avant la fin de la guerre. Il meurt en 1944 d'une douloureuse maladie, avant la fin de la guerre. Et dans les 2 dernières années de sa vie, il écrit 2 livres successifs extrêmement importants. J'ai eu l'expérience suivante il y a une dizaine d'années aux États-Unis. Je voulais absolument me procurer au moins l'un de ces 2 ouvrages qui sont à peu près introuvables. Et à nouveau, je n'ai pas réussi à les trouver. J'ai fait beaucoup de librairies à New York sans pouvoir le trouver. Et je me rappellerai toujours avoir demandé dans une très grande librairie qui se trouve sur Broadway à New York, où il y a, disons que c'est un super bouquiniste, n'est-ce pas? Imaginez un immeuble entier, et un immeuble new-yorkais, mais qui serait entièrement consacré à la vente de livres d'occasion. Et bien, je me suis dit, c'est peut-être l'endroit où je trouverais quelque chose sur Spieckmann, ou un ouvrage de Spieckmann. Et je me rappelle m'être adressé à un jeune homme qui servait de libraire au département historique et politique. Et je lui parle de Spieckmann, alors je lui demande d'épeler ça, etc. Il me dit non, je ne vois absolument pas. Et il me dit, avec un sourire un peu ironique, must be a genius, certainement un génie, sous-entendu, c'est certainement pas un génie puisque je ne vois pas de livre de Spieckmann. Or, cet homme, Spieckmann, on peut dire pratiquement que le monde dans lequel nous vivons encore aujourd'hui, et en tout cas le monde dans lequel on a vécu de 1945 à 1991, d'ailleurs jusqu'à la chute de l'Union soviétique, ce monde-là, c'était Spieckmann qui l'avait inventé. Alors, je vous explique rapidement les choses. Lorsque les États-Unis sont entrés en guerre, ils sont entrés en guerre, nous sommes aujourd'hui le 6 ou le 7, je me rappelle. Le 7. Eh bien, vous savez que c'est le 7 décembre 1941, que, donc jour pour jour, n'est-ce pas, nous sommes à l'anniversaire de ce jour-là, que le Japon a attaqué les États-Unis à Pearl Harbor, et que les États-Unis, qui ne le souhaitaient pas, se sont trouvés entraînés dans la Deuxième Guerre mondiale. À partir du moment où ils sont entrés en guerre, les États-Unis ont travaillé à l'américaine. C'est-à-dire qu'ils ont non seulement mobilisé des forces militaires, industrielles considérables, mais ils ont également décidé de mobiliser les cerveaux. Et donc, il y a eu, dès le début de l'année 1942, des appels qui ont été affichés partout aux États-Unis. À l'époque, il n'y avait pas vraiment la télévision, des moyens de communication de ce type, ni Internet, n'est-ce pas? Mais on affichait partout où c'était intéressant, on disait ceci: si vous pensez savoir quelque chose qui peut aider à l'effort de guerre des États-Unis, venez nous trouver et venez nous dire ce que vous pouvez faire pour nous. N'hésitez pas, même si c'est une connaissance qui peut paraître complètement périphérique, peu importante, théorique, voire même à la limite du fantaisiste, si vous pensez que ça peut servir, venez nous trouver. Et alors, il y a eu des choses extraordinaires. Il y a eu un très grand nombre, bien entendu, d'intellectuels de tout ordre qui sont venus. Il y a des mathématiciens qui sont arrivés, qui ont dit, écoutez, moi je suis spécialiste d'une branche complètement ésotérique des mathématiques, mais j'ai dans mon idée que ça peut être très utile pour calculer le meilleur itinéraire, par exemple, pour des bateaux qui doivent éviter des sous-marins. Et effectivement, les Alliés ont gagné la bataille de l'Atlantique en utilisant ces méthodes mathématiques pour déjouer des sous-marins allemands. Il y a eu des gens qui disaient, écoutez, moi je suis un voyant extralucide.
je vois des choses, est-ce que ça vous intéresse? On lui a dit oui, asseyez-vous et voyons ce que nous pouvons faire ensemble. Il y a des gens qui sont arrivés, qui fumaient un gros cigare. Asseyez-vous, bonjour monsieur, comment vous appelez-vous? Freud, Sigmund? Non, évidemment, le vrai Sigmund Freud est déjà mort, mais il disait je suis psychanalyste. Ah, vous êtes psychanalyste, et alors? Il dit ben voilà, je me dis que si j'ai suffisamment d'informations sur la personnalité des dirigeants ennemis, je peux peut-être faire des portraits psychologiques, psychanalytiques, qui peuvent servir à la prise de décision à leur égard. C'est très intéressant, asseyez-vous, etc. Bonjour monsieur, bonjour madame. Eh bien écoutez, moi je suis un spécialiste de la civilisation japonaise. Ah, très intéressant. Mais pas du tout du Japon d'aujourd'hui, du Japon. Mais asseyez-vous, ça peut être très intéressant. Racontez-nous ce que vous savez. Alors, un nombre considérable d'ouvrages qui sont devenus des grands classiques ont été écrits, en fait, dans le cadre de cet effort de guerre. Et un nombre considérable de ces contributions ont effectivement servi l'effort de guerre. Et Speakman est venu, il a dit, voilà, moi je suis professeur d'histoire et de géographie dans une petite université, mais j'ai des idées sur le fonctionnement du monde. Est-ce que ça vous intéresse? Et on lui a dit, monsieur Speakman, certainement, asseyez-vous, travaillez et dites-nous ce que vous avez à nous dire. Donc, en gros, Speakman a réfléchi sur les rapports de force stratégiques tels qu'ils étaient en train de se modifier au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Et il a, donc, dans ces deux ouvrages successifs, celui de 1942 puis celui de 1944, il a dit, voilà, en gros, nous allons gagner la guerre contre l'Allemagne et le Japon parce que, quelle que soit leur capacité de combat actuelle, à long terme, il est très clair qu'ils ne pourront pas tenir face à la surpuissance industrielle qui est celle des États-Unis. Donc nous allons gagner cette guerre. Mais qu'est-ce que nous allons faire après? Et Speakman disait, à mon avis, nous allons être confrontés à un autre adversaire. Fatalement, nous allons entrer en conflit avec l'Union soviétique. Et donc, nous devons songer à l'après-guerre, à la paix. Nous devons y songer en nous préparant à cette confrontation, qui ne sera pas nécessairement une confrontation armée, qui sera peut-être une confrontation non armée, mais une confrontation néanmoins. Et notre but doit être de garder la supériorité maritime, qui est celle, pour l'instant, des États-Unis et de la Grande-Bretagne, face à l'Union soviétique, qui est un empire continental, terrestre. Pourquoi? Parce que, historiquement, je suis en mesure de dire que les puissances maritimes ont toujours eu un avantage sur les puissances terrestres et continentales, pour un ensemble de raisons. Et donc, ce livre, ces deux livres, il y a eu deux versions, donc. Le premier s'appelait America's Strategy, la stratégie de l'Amérique, et le deuxième, en 1944, The Geography of Peace. En fait, quand vous lisez cela, j'ai réussi finalement à me procurer ces ouvrages, tout simplement lorsque Amazon est apparu. Eh bien, lorsque vous lisez ces ouvrages, vous êtes absolument impressionné, émerveillé, saisi, parce que Speakman, qui est mort en 1944, avait vu le monde de la guerre froide. Il l'avait vu, et quelquefois dans les détails. Et effectivement, l'ouvrage de Speakman a été vu par les dirigeants américains à la fin de l'époque Roosevelt et au début de l'époque Truman, et il a été diffusé largement dans les milieux décideurs américains, et il a servi en quelque sorte de modèle théorique pour la construction du monde de l'après-guerre, de ce monde où notamment il y a l'OTAN, où il y a eu le déploiement de bases américaines sur le pourtour de l'Union soviétique, où une stratégie de, non pas de guerre contre l'Union soviétique, mais de contentement, je ne sais pas comment on doit dire en français réellement, il s'agissait de contenir l'Union soviétique pour la maintenir dans un certain état, mais pas au-delà. Eh bien, cette stratégie, c'est donc Speakman qui l'a imaginée. Je vous raconte cette affaire, je me suis un peu étendu sur ce cas, simplement pour vous montrer que la géopolitique peut être effectivement quelque chose de relativement sérieux.
c'est un instrument qui a de la valeur, quand, bien entendu, elle est menée avec un minimum de logique, de rigueur et une bonne appréciation des problèmes qu'elle peut essayer d'aborder. Alors, bien entendu, on peut dire que, d'une certaine manière, depuis qu'il y a des hommes, ils ont fait de la géopolitique. C'est évident. Il est certain que lorsque Pharaon décide de maltraiter le peuple juif en Égypte, vous savez qu'il tient un raisonnement de type géopolitique, puisqu'il dit les Juifs deviennent trop nombreux en Égypte, vienne une guerre, ils pourraient peut-être se joindre à nos ennemis et quitter le pays. Donc nous perdrions une main-d'œuvre servile importante. C'est un raisonnement de type géopolitique, c'est-à-dire qu'on essaie d'envisager un changement des rapports de puissance autour de l'État où l'on vit, et on essaie donc de prendre des mesures qui permettraient de faire face à cette éventualité. La géopolitique, encore une fois, on peut trouver non seulement des raisonnements de type géopolitique, mais on peut trouver parfois des ébauches de théories géopolitiques dans toute la pensée politique et militaire et diplomatique de l'Occident, de l'Inde, de l'Extrême-Orient, chinois et japonais, depuis le premier millénaire avant Jésus-Christ et jusqu'au XVIe siècle. La géopolitique devient toutefois quelque chose de plus pratique, de plus systématique au XVIe siècle. Pourquoi au XVIe siècle? Parce que le XVIe siècle, c'est tout simplement l'avènement du monde globalisé. Jusqu'au XVIe siècle, les hommes vivaient dans un certain nombre de régions qui étaient relativement fermées, refermées sur elles-mêmes. Il y avait, par exemple, si on regarde notre partie du monde, il y avait un ensemble, en gros, autour de la Méditerranée, composé des pays européens, ou du moins d'une partie des pays européens, et puis de l'Orient classique. Cela formait un monde, les Grecs disaient un œcumène, et ce monde se suffisait en quelque sorte à lui-même. En tout cas, il avait peu de relations avec les autres mondes. Et cependant, il y avait des autres mondes, et on savait que les autres mondes existaient. Par exemple, les habitants de l'œcumène classique, qui comprend le Moyen-Orient classique, depuis la Perse jusqu'à l'Égypte, et depuis la Gaule jusqu'à l'Asie mineure, les habitants de cet œcumène savaient par exemple que l'Inde existait et que c'était une civilisation totalement différente. Ils avaient vaguement entendu parler, en particulier à partir de l'an 0 de l'ère chrétienne, on sait de manière tout à fait tangible qu'il y a un troisième monde beaucoup plus loin, la Chine, puisqu'on achète des produits qui viennent de là et on vend des produits à ce pays extrêmement distant. Donc on sait qu'il y a des autres mondes, mais ces différents mondes ne communiquent pas ou pas beaucoup, parce que ce sont des mondes qui ne peuvent communiquer que par la voie terrestre, et la voie terrestre, jusqu'à une époque extrêmement récente, était une voie très très difficile. C'est une voie de communication extrêmement difficile et extrêmement, si j'ose dire, peu rentable. Au XVIe siècle, il se passe une révolution considérable, que vous savez. Les Européens, eux et personne d'autre, réussissent à mettre sur pied pour la première fois des bateaux, des flottes de navires capables d'affronter la haute mer, les océans, capables de faire le tour du monde. Et dès le milieu du XVIe siècle, les Occidentaux sont entrés en communication maritime avec le monde entier. Donc pour la première fois, il y a des gens qui voient le monde entier, qui entrent en contact avec les différents mondes qu'il y a sur la Terre, qui fatalement se mettent à réfléchir et se poser des questions. Qu'est-ce que nous allons faire de cela? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Quels sont nos atouts? Quelles sont
nos faiblesses? Pouvons-nous faire plus que nous ne faisons jusqu'à présent? Y a-t-il des voies commerciales à exploiter? Y a-t-il des voies stratégiques à exploiter? À partir du moment où on se pose ces questions, on entre dans un deuxième âge de la géopolitique. Disons que la géopolitique à l'état natif qui a pu exister aux origines de l'humanité le cède à une deuxième géopolitique qui est beaucoup plus raisonnée, beaucoup plus systématique. Mais c'est au XIXe siècle qu'on entre dans un troisième âge, c'est-à-dire que non seulement on pratique de la géopolitique, les différents États pratiquent de la géopolitique, mais on se met à élaborer des théories extrêmement complexes et des théories extrêmement variées pour essayer d'imaginer toutes les situations géopolitiques qu'un État peut rencontrer. Toutes les situations où, en gros, un État, un pays, peut être confronté à d'autres pays, toutes les situations où des rapports de force peuvent surgir entre les États et les pays, toutes les situations où ces rapports de force peuvent se modifier à l'avantage ou au détriment d'un État ou d'un pays, toutes les situations où tel État ou tel autre pays peut aller plus loin que ce qu'a été jusqu'à présent son destin historique. L'ensemble de cette réflexion, c'est proprement ce que sera l'objet de la géopolitique. Alors, traditionnellement, il y a un certain nombre de noms, si vous voulez, que vous lirez dans n'importe quel ouvrage, à commencer, je le suppose, par un ouvrage de type que sais-je, n'est-ce pas, sur la géopolitique. Nous allons très rapidement les mentionner. Il y a un certain nombre d'auteurs classiques. Ce sont tous des auteurs qui sont soit issus des milieux militaires, soit issus, en gros, du professorat d'histoire et de géographie. Voilà les deux milieux qui s'intéressent à ça, qui élaborent des théories. Alors, peut-être que historiquement, le premier théoricien de la géopolitique, c'est un Américain, un amiral américain qui s'appelle Alfred Mahan. Il a vécu de 1840 à 1914, et essentiellement, il a eu une réflexion sur la puissance maritime. Vous voyez que c'est un thème que Spykman, quelques décennies plus tard, va considérablement développer. La puissance maritime, en gros, Mahan était un amiral de la flotte de guerre des États-Unis. Les États-Unis avaient une flotte marchande importante qui était en train de devenir la plus importante du monde, qui était encore la deuxième derrière celle de la Grande-Bretagne, mais qui était en train de rattraper la flotte britannique. Mais en revanche, ils n'avaient qu'une flotte de guerre minuscule, parce que les États-Unis, traditionnellement, n'étaient pas un pays militaire, ils avaient une armée minuscule, ils avaient une flotte de guerre minuscule. Et Mahan dit, écoutez, regardons les choses en face, l'Amérique est un grand pays qui nécessairement va jouer un rôle très important dans l'histoire du monde à partir de maintenant. Si nous n'avons pas de flotte de guerre, nous sommes à la merci d'un pays qui aurait une flotte de guerre, et si en revanche nous en avons une, nous sommes en mesure non seulement de nous défendre, mais d'imposer éventuellement notre volonté à d'autres pays. Donc, il faut que nous ayons une flotte de guerre. Et à partir de là, il fait un certain nombre de réflexions sur l'importance de la mer dans la géopolitique, c'est-à-dire l'étude des rapports de force entre les nations. Le deuxième auteur que l'on cite traditionnellement est un Allemand, il s'appelle Friedrich Ratzel. Il a vécu à peu près à la même époque, il naît un tout petit peu plus tard. C'est un Allemand né dans le Grand-Duché de Bade, et ensuite il devient un sujet de l'Empire allemand après l'unification de l'Allemagne. C'est un gigantesque universitaire qui a abordé énormément de problèmes. Pourquoi la France a perdu la guerre de 1870 ?
selon lui, pas seulement pour des raisons strictement militaires, pour d'autres raisons aussi. Pourquoi l'Amérique est en train de devenir une grande puissance? Pourquoi les Chinois émigrent dans le monde entier? Et il a résumé peu à peu un certain nombre de notions dans un ouvrage énorme qui s'appelle l'anthropogéographie. Il n'a pas encore utilisé le mot géopolitique, le mot n'existe pas, le mot est forgé par le troisième de la liste, c'est un Suédois qui s'appelle Rudolf Kjellén, ça s'écrit K-J-E-2-L-E-N. Il est plus jeune que les deux précédents, puisqu'il naît en 1864, il vivra jusqu'en 1922. Kjellén est l'inventeur qui écrivait, il était suédois, mais il écrivait en allemand, c'est l'inventeur du mot géopolitique. Il cherche un mot qui résume bien sa réflexion, et il forge ce mot. N'importe qui peut forger un mot. Chacun d'entre nous peut inventer un mot. Le seul problème, c'est que tantôt il y a des mots qui réussissent, tantôt il y a des mots qui ne réussissent pas. En l'occurrence, c'est un mot qui va considérablement réussir. Et la théorie de Kjellén, c'est une théorie très intéressante, extrêmement intéressante. C'est qu'un État, un pays, un État, on ne va pas trop chipoter pour savoir s'il s'agit d'un pays ou d'un État, de la structure en quelque sorte administrativo-gouvernementale ou de quelque chose de plus profond. Selon lui, un pays ou un État, c'est une forme de vie. Ce n'est pas seulement une structure légale, c'est une forme de vie, c'est un organisme. Et il s'inscrit en quelque sorte, il n'emploie pas ce mot, mais on pourrait le comprendre comme ça, il s'inscrit dans une sorte d'écologie. C'est-à-dire qu'il y a des domaines où certains États prospèrent et d'autres États ne prospèrent pas. Voilà donc la théorie de Kjellén. Nous avons des Français. Avez-vous entendu parler de Vidal de la Blache? Il a une rue à Paris. Je suis encore d'une génération où l'on étudiait la géographie dans des cours de géographie qui portaient encore le nom de Vidal de la Blache, bien que le malheureux fût mort en 1918, mais le malheureux ou le bienheureux, il avait peut-être mené une vie tout à fait heureuse, mais le fait est que dans les années 50 et 60, il y avait encore des cours de géographie Vidal de la Blache, je ne sais pas s'il y en a toujours, c'était un très grand, il a été un des très très grands géographes français, et en particulier, il a écrit un livre qui s'appelle « Le tableau de la géographie de la France », qui, un peu comme Kjellén, est une analyse extrêmement riche de la France en tant qu'organisme vivant. À la même époque, il y a un autre géographe considérable qui s'appelle Élisée Reclus, lui aussi très connu des écoliers français encore dans les années 50 ou 60, on étudiait encore ces textes à cette époque-là. C'est la même chose que Vidal de la Blache, sauf que Élisée Reclus, ce qui le rend très sympathique auprès de beaucoup de gens aujourd'hui, Élisée Reclus, c'était un homme de gauche, c'était un révolutionnaire, il a été de toutes les causes révolutionnaires, un homme extrêmement sympathique d'ailleurs. Pendant toute la deuxième moitié du XIXe siècle, alors que le racisme ne faisait que croître et embellir en Europe, il a totalement pourfendu les idées racistes. Je crois que cela mérite un grand hommage. Il y a eu toutes sortes d'autres écrivains. Je voudrais citer deux Français. Alors, Albert de Mangeon. Alors, de Mangeon, c'est la même chose que Vidal de la Blache. Il est d'une génération postérieure, mais aussi célèbre que Vidal de la Blache. Et les cours de Mangeon, eux aussi, existaient dans les lycées français dans les années 60. Et puis, il y a eu un autre auteur, un autre géographe, qui s'appelait Jacques Ancel. Non pas Ancel comme Frédéric Ancel, n'est-ce pas, mais Ancel avec un A, qui était professeur d'histoire et géographie au lycée Chaptal. Ce qui est intéressant dans ces deux auteurs, c'est qu'ils ont fait une critique de la géopolitique. Ils pensaient que les théories de géopolitique qui étaient à la mode étaient des théories finalement plus littéraires que scientifiques, souvent au service d'idéologies nationalistes, et ils prônaient une approche beaucoup plus scientifique des problèmes
type géopolitique. Leur critique aura une très très grande influence sur la pensée géopolitique contemporaine. Je termine par un homme clé qui marque en quelque sorte la transition entre ces premiers penseurs qui sont un peu des théoriciens et d'autres penseurs que nous allons aborder tout de suite, qui sont beaucoup plus des praticiens. Il s'agit d'Emmanuel de Martonne. Alors Emmanuel de Martonne, c'était un éminent géographe. Il a été important dans l'histoire de la France, du monde et de la géopolitique parce qu'il a été attaché au service géographique de l'armée française à partir de 1916 et jusqu'en 1920. Eh bien, quel rôle a-t-il joué à ce titre? C'est très simple, c'est vers lui que le gouvernement français s'est tourné en 1918, 1919, 1920 pour réfléchir aux traités que l'on était en train de signer à Versailles et qui ont décidé du sort de l'Europe. Et Martonne a eu une influence considérable. Il a élaboré, à partir de théories qu'il faut bien qualifier de géopolitique, il a élaboré un certain nombre de rapports de force. Il a estimé qu'il fallait encourager certains rapports de force entre des pays européens. C'est lui qui a inventé la Tchécoslovaquie. C'est lui qui a inventé la Roumanie actuelle, c'est lui qui a rapetissé la Hongrie, c'est lui qui a créé la Yougoslavie, laquelle a explosé, comme vous le savez, au début des années 90. Donc vous voyez, c'est un homme qui a eu une influence directe sur l'histoire considérable. Terminons par trois auteurs très importants, un Anglais, un Allemand et enfin un Hollandais américain, le fameux Speakman dont je parlais il y a quelques minutes. L'Anglais s'appelle Mackinder. Alors je ne résiste pas du plaisir, surtout comme nous avons un beau tableau, n'est-ce pas? Je ne résiste pas au plaisir de vous montrer la théorie de Mackinder. Est-ce que c'est scientifique? Est-ce que c'est littéraire? Ça n'a pas d'importance, c'est très joli, c'est esthétiquement très réussi. Et il y a, soyons clairs, il y a quand même beaucoup de choses intéressantes dans cette théorie. Alors cette théorie, c'est que Mackinder est un Anglais. Donc vous comprenez qu'un Anglais, fatalement, s'intéresse aux bateaux. Donc, disciple de l'américain Mahan, il pense en effet que la puissance maritime, ça a été la clé de la fortune politique de la Grande-Bretagne. Et il pense que les grands conflits du présent et de l'avenir vont être des conflits entre une puissance continentale et une puissance maritime. Alors voilà la théorie de Mackinder. La théorie de Mackinder, c'est qu'il y a quelque chose qu'on va appeler le centre du monde. Alors le centre du monde, en gros, c'est la masse continentale eurasiatique. Et puis il y a en face des puissances maritimes. La théorie de Mackinder, c'est que dans le centre du monde, il va y avoir nécessairement un pays qui va dominer l'ensemble. Alors, au début, Mackinder se dit, ça va être la Russie. Quand il y a la Première Guerre mondiale, Mackinder dit, non, ça ne va pas être la Russie, ça va plutôt être l'Allemagne qui va manger la Russie. Et à la fin de sa vie, il revient à sa théorie première, il va dire, ça va être l'URSS. Et fatalement, donc, ces pays vont prendre le contrôle de l'ensemble eurasiatique. Et l'ensemble eurasiatique, c'est les trois quarts de l'humanité. Donc, ils ont gagné la guerre mondiale. Ils sont les maîtres de l'humanité. Oui, mais les autres pays qui sont minoritaires ont un avantage sur
les États continentaux, ils ont les bateaux, ils ont la puissance maritime. Et donc, ces pays du pourtour, ce sont les pays qui peuvent tenir en échec la grande puissance continentale. Et ces pays, c'est évidemment la Grande-Bretagne, et puis les États-Unis, et puis finalement, c'est l'ensemble Grande-Bretagne, États-Unis. Voilà la théorie de, de Mackinder. On peut discuter, etc. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a cette vision d'un empire continental, d'un empire maritime. Elle va, nous allons le voir, jouer un rôle très important dans ce que l'on a appelé la guerre froide, donc dans la configuration du monde que nous avons connu jusqu'il y a encore très peu de temps. Le deuxième auteur, c'est un Allemand, il s'appelle Haushofer. C'est un Munichois, au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'il habite Munich, n'est-ce pas? Son originalité, c'est que c'est un excellent connaisseur de l'Extrême-Orient. Il connaît le Japon, il s'intéresse beaucoup au Japon, et il a été un des artisans de l'alliance germano-japonaise. Alors lui, il a une théorie beaucoup plus baroque, c'est-à-dire que selon lui, il y a en fait 4 grandes puissances qui se partagent la Terre selon pratiquement des espèces de grands fuseaux horaires. Le Japon en Extrême-Orient, la Russie dans une zone médiane, l'Allemagne pour l'Europe et l'Afrique, et les États-Unis pour l'hémisphère occidental. Enfin, nous en arrivons à Spykman, celui dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors Spykman, en fait, reprend les idées de Mackinder Mackinder, c'était un amiral anglais et un gentleman. Donc il avait des idées fulgurantes, il écrivait des articles très élégants, mais il y avait un moment où il considérait qu'il n'était pas de la dignité d'un gentleman d'entrer trop dans les détails. Nicholas Spykman, lui, était un roturier, un Hollandais, un Américain et un petit professeur obscur dans une université obscure. Donc, il n'a pas dédaigné d'entrer dans les détails et il a écrit donc un ouvrage beaucoup plus fouillé. Mais en gros, Spykman reprend l'idée de Mackinder et dit que dans le conflit qu'il va y avoir entre les pays maritimes, c'est-à-dire en gros les pays anglo-saxons, les États-Unis et la Grande-Bretagne, qui vont représenter la liberté face au monde continental soviétique, eh bien, il est très important de prendre le contrôle de ce qu'il va appeler le Rhineland, c'est-à-dire les pays du pourtour. Et ce que dit précisément Spykman, c'est que on doit faire entrer une Europe aussi unie que possible dans le giron des puissances maritimes, c'est-à-dire on doit créer une communauté atlantique. Donc tout le monde que nous avons vécu, qui a été le nôtre, dans lequel nous avons vécu à partir de 1945, a été envisagé de manière extrêmement prophétique par Spykman.